Alors, le résultat définitif du recensement de l'Institut brésilien de géographie et de statistique est sorti et il est bien en dessous des attentes. Je suis impressionné de voir comment les gens soit célèbrent, soit ne prêtent aucune attention à ce facteur. L'année dernière, j'ai fait des vidéos pour alerter sur la stagnation démographique, qui sera catastrophique pour le Brésil, et à l'époque, je travaillais avec les estimations qui existaient jusqu'alors. En 2012, la population était de 193 millions de personnes. Nous espérions jusqu'au début de 2020 que nous entrerions dans cette décennie, la décennie de 2020 avec 215 millions de personnes. Mais les données préliminaires de 2022 indiquaient qu'en réalité, il s'agirait de 207 millions de personnes. Ce qui était déjà assez décourageant, mais maintenant ce qui était mauvais est devenu encore pire, parce que le résultat final a donné 203 millions de personnes. Dans cette vidéo, je vais la diviser en deux parties, où dans la première, j'explique comment nous sommes arrivés à cette crise démographique qui va devenir une énorme crise économique, et dans la seconde, pourquoi celle-ci sera la mère de toutes les crises. À l'écran, je montre les projections démographiques qui indiquent ce que les différentes agences attendaient avant le résultat de l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Si vous regardez ce graphique vous verrez qu'on s'attendait à ce que la population brésilienne entre en phase de stagnation démographique entre 2040 et 2045. Et à partir de là, elle commencerait à diminuer à partir de 2045, puis s'accélérerait à partir de 2050. Quand j'ai fait la vidéo « Pourquoi je ne parie pas sur le Brésil ?», j'ai dit qu'à chaque fois qu'une mise à jour des estimations sortait, elle anticipait d'année en année ce phénomène. Donc j'imaginais que les mises à jour des 3 ou 4 prochaines années allaient avancer la stagnation démographique, qu'elles n'allaient pas la faire arriver entre 2035 et 2040. Mais c'est encore pire que ce que j'imaginais, parce que nous verrons probablement cette stagnation démographique arriver déjà en 2030. Cela va tomber avant 2035, donc si le Brésil avait 25 ans pour se préparer, en réalité nous n'avons même pas 10 ans. Et ce que les gens ne comprennent pas avec cette stagnation, c'est que ce sera la mère de toutes les crises, parce qu'à partir d'elle, nous aurons une série d'autres crises dérivées. Ce sera comme un château de cartes. Et une autre chose qu'ils oublient aussi de mentionner, c'est que cette stagnation ne se produit pas à cause d'une mortalité élevée, mais à cause d'une faible natalité. Donc c'est une population qui reste stable en nombre, mais qui devient en même temps moins productive et plus coûteuse, parce que nous aurons de moins en moins de jeunes pour générer suffisamment de richesses afin de soutenir ces personnes plus âgées. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas si grave, parce que cela se produit aussi dans d'autres pays, en Europe et en Asie, et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne serait pas aussi grave, juste parce que cela se passe là-bas, et ici. C'est mauvais, mais il y a une différence substantielle sur pourquoi ici ce sera pire qu'ailleurs. Et la raison, c'est que là-bas, la population a vieilli dans des pays pleins d'infrastructures, d'industries et de technologies. Ici, la population a vieilli avec pratiquement la même infrastructure qu'il y avait à la fin des années 70. Nous aurons une population âgée comme au Japon, mais vivant dans un pays où une grande partie de l'infrastructure est celle d'un pays sous-développé. Donc c'est encore plus grave. Ce phénomène se produit principalement dans les pays développés et, comme ici, les responsables de ce désastre sont les soi-disant baby boomers, c'est-à-dire la génération née entre 1945 et 1964. Cette génération a littéralement causé des ravages sociaux qui vont marquer le XXIe siècle. Cette grande génération a provoqué des dégâts sociaux qui marqueront le XXIe siècle avant d'être résolus. Je fais une parenthèse ici car de nombreuses personnes, surtout les baby boomers, vont se plaindre auprès de moi à ce sujet. Quand j'attribue la faute à cette génération, c'est de manière collective et non individuelle, évidemment. Si tu fais partie de cette génération, inutile de t'énerver en disant que tu n'y es pour rien. La géopolitique traite d'aspects généralisés, donc dans le contexte général, on peut attribuer la faute aux baby boomers en tant que collectif, mais évidemment pas aux individus, alors faites très attention à cela. Cette génération des baby boomers, en général, adore citer une chose qui est historiquement fausse, mais qui sert à illustrer la mentalité collective de cette génération. C'est cette phrase « Des hommes forts produisent des temps prospères,
Des temps prospères produisent des hommes faibles produisent dans des temps difficiles produisent dans des hommes forts. Cette phrase est fausse à bien des égards, parce que le monde n'est tout simplement pas cyclique de manière aussi simple, aussi simpliste et superficielle. Il suffit de regarder la situation des États-Unis et de l'Argentine. Si nous appliquons cette vision simpliste, nous verrions que l'Argentine s'appauvrit depuis un siècle. Il serait essentiellement coincé dans ce qui serait des générations d'hommes faibles créent des temps difficiles, engendrant des hommes encore plus faibles et des temps pires. Alors que les États-Unis, entre 1800 et 2010, ont été la seule nation à entrer dans la décennie suivante plus forte que dans la décennie précédente. Donc ils étaient dans une spirale inverse. Donc cette histoire d'hommes forts et d'hommes faibles, avec des temps bons et des temps mauvais, est complètement infondée. Chaque cas doit être analysé et séparé dans des contextes différents. Mais, comme je l'ai dit, elle sert à illustrer la mentalité des baby boomers, parce que cette génération de personnes nées entre 1945 et 1964 croit qu'ils auraient donc produit les temps bons et qu'aujourd'hui les gens seraient trop faibles. Mais en réalité, l'apogée de l'histoire humaine, dans la production de richesses matérielles et immatérielles qui a eu lieu entre 1950 et 2000, n'a pas été l'œuvre des baby boomers. Pendant cette période de 50 ans, ils étaient quand des enfants, des adolescents ou même de jeunes adultes qui ne participaient pas entièrement aux décisions et à la planification de l'État. Donc, ils ont vécu cette période de prospérité, mais ils n'ont commencé à occuper réellement les postes de direction que lorsqu'ils ont commencé à dépasser la cinquantaine. Dans certains cas, 40 ans, ce qui commence à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon leur propre logique, ce seraient eux les personnes faibles qui produisent des temps difficiles. Mais comme je l'ai dit, l'histoire n'est pas cyclique de la façon dont ils l'imaginent, divisée seulement en 4 étapes. Mais en fait, la faute du XXIe siècle d'être économiquement stagnant, ou plus pauvre, ce sera de leur faute. São Paulo n'a pas été transformé en une ville laide et dystopique qui semble tout droit sortie du film Robocop, avec des immeubles envahis, tagués et avec la criminalité depuis 2010, c'est à partir des années 80. 80, les personnes qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans n'ont pas causé les politiques publiques et de sécurité qui ont mené à cette situation. Rio de Janeiro n'est pas devenu une version du Mexique, avec la police incapable d'entrer dans plusieurs parties de la ville depuis 2010, mais à partir des années 80, et depuis, la situation n'a fait qu'empirer, et ce n'est pas non plus la faute de ceux qui ont 20 ou 30 ans, qui à cette époque étaient encore enfants ou adolescents et par conséquent ne décidaient rien des politiques désastreuses de sécurité publique de l'État. Le Nord-Est n'est pas devenu la région avec le plus de crimes violents, une faible infrastructure et un sous-développement depuis 2010. Depuis 1960, malgré la croissance économique explosive du Brésil, le développement de la région a été négligé. On ne peut pas blâmer ceux qui ont 20 ou 30 ans d'ailleurs, même ceux qui ont 40 ou viennent d'avoir 50, de ne pas avoir investi dans l'infrastructure et l'éducation. Et les baby-boomers du monde entier sont tenus pour responsables de ce 21e siècle qui s'annonce si difficile, mais la génération des baby-boomers au Brésil est bien pire que celle des autres. Parce que si vous regardez dans les années 60 et 70, il était pratiquement unanime que le Brésil serait le pays du futur, alors que Singapour, par exemple, dans les années 60, subissait essentiellement les conséquences d'être l'un des rares cas dans l'histoire d'un territoire qui a été pratiquement expulsé d'un pays. Après tout, le Brésil, avec une population jeune, une forte croissance, plein de ressources naturelles et une taille continentale, alors que Singapour n'était qu'une petite ville sans aucune ressource et une population, disons, d'indésirables, de réfugiés chinois. Mais le Brésil n'a pas investi suffisamment dans l'éducation et la science, n'a pas créé de réseau routier, n'a pas mis en place une matrice et une distribution énergétique suffisante, et la situation allait empirer avec la constitution de 1988, qui promet presque tout ce qui est justement le fruit des revendications des baby-boomers. Singapour, désespérée, a investi dans sa seule ressource, l'humain. Elle a fortement investi dans l'éducation pour la génération future. Et en conséquence, aujourd'hui, c'est un pôle technologique et même industriel de haute technologie. Et avant que quelqu'un ne vienne dire que Singapour a été un cas facile parce que ce n'est qu'une ville, ce que j'ai dit s'applique à plusieurs pays plus grands et dans des situations plus complexes, comme la Corée du Sud, la Malaisie, le Vietnam, l'Australie et ainsi de suite.
Donc presque tous les pays du monde ont connu une croissance entre 1950 et 2000, mais certains ont dépensé ce qu'ils ont gagné et d'autres ont investi sur le long terme. Et les baby-boomers brésiliens, à partir du moment où ils ont commencé à occuper des postes de direction de l'État au Brésil depuis 1980, ne se sont pas concentrés sur la planification et la stratégie à long terme, mais sur la création d'une mer d'avantages et de bureaucratie pour s'alimenter eux-mêmes. Parce que voyez-vous, la génération des baby-boomers, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil, a fait partie de la plus grande explosion démographique de l'histoire de l'humanité. Quand ils étaient en jeunes, entre 20 et 40 ans, dans les démocraties, ils ont voté pour des politiques qui les favorisaient. Non. Et dans les dictatures, comme au Brésil et en Argentine, ils ne votaient même pas, mais les dirigeants militaires ont accordé des avantages sociaux pour calmer cette jeunesse et ainsi éviter des insurrections. Qu'il s'agisse d'un enseignement supérieur à faible coût ou gratuit, de systèmes de soutien familial et de protection sociale solides, ou alors, dans le cas brésilien, on a inauguré la fête des concours publics avec stabilité et retraite précoce financée par l'État. Et lorsque ces générations ont atteint le sommet de leur carrière, maintenant âgées de 50 à 70 ans, elles étaient dans les années 90 et 2000 et leurs habitudes de vote allaient de nouveau changer. Désormais, ce grand bloc d'électeurs était en faveur de lois protégeant les personnes âgées, car ils savaient que leur propre retraite approchait. Donc que ce soit la priorité dans les services, les places de parking réservées, les sièges préférentiels, les exonérations fiscales, moins d'impôts, des billets à moitié prix pour les événements et tout le reste. Et surtout, des choses comme des lois de zonage qui protégeraient la valeur de leurs biens immobiliers. Comme la génération des baby-boomers a créé toute une législation qui garantit des avantages aux personnes âgées, c'est-à-dire à eux-mêmes à partir de 2010, mais contrairement aux pays développés, elle n'a pas créé d'infrastructures, d'éducation ou d'industrie. Les générations suivantes n'auront pas accès à ces mêmes avantages. Donc en gros, les baby-boomers nés entre 1945 et 1964 verront leurs avantages financés par des générations qui n'auront jamais accès aux mêmes avantages. Toute personne qui a aujourd'hui entre 20 et 40 ans n'a presque aucun espoir de prendre sa retraite un jour, à moins d'être fonctionnaire, et avec un peu de chance, elle mourra avant de devenir invalide. Les baby-boomers ont vécu 30 années de croissance quasi ininterrompue au Brésil. Mais depuis qu'elle a pris les postes de commandement, dans les années 80, ils ont changé l'orientation du Brésil, qui était industrialiste, pour en faire un simple exportateur de matières premières rentier. Le Brésil a traversé 4 décennies, dont une décennie de croissance, celle des années 2000, une de stabilité, celle des années 90 et 2 de crise, les années 80 et 2010, et maintenant celle des années 2020, à ce qu'il semble, sera une autre décennie perdue. La génération de personnes nées après 1970 devra créer l'infrastructure que la génération née entre 1945 et 1964 n'a pas créée et devra encore subvenir aux besoins de cette génération pendant sa retraite. Et cela avec beaucoup moins de ressources que cette clémence que cette génération n'en a eu, et en plus dans un monde plus instable et hostile que celui de cette époque. Et soit dit en passant, instable et hostile, justement parce que la génération des baby-boomers dans le monde entier a mélangé idéologie et géopolitique, abandonnant le pragmatisme. Et avant que vous ne pensiez que je cherche à excuser les jeunes générations, ce n'est vraiment pas le cas, car je suis réellement préoccupé par les générations qui sont venues après, y compris la mienne, mais je m'inquiète encore plus pour les générations nées après l'an 2000. D'autant plus que leur quotient intellectuel moyen, pour la première fois dans l'histoire, sera inférieur à celui des générations précédentes et qu'elles sont littéralement le fruit d'une ingénierie culturelle. Donc cette crise démographique est littéralement une sorte de grand filtre, car pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, nous allons devoir y faire face. Parce que c'est la première fois que nous avons une espérance de vie qui atteint 80 ans et que la natalité est en dessous de 1%. Et beaucoup de gens pensent qu'il s'agit seulement de la question du coût de la vie. Mais la vérité, c'est qu'il s'est installé, dans la majeure partie du monde, une véritable culture antinatalité. Cela sans doute à voir avec les coûts, évidemment, mais aussi avec le désintérêt, avec l'espace, avec les grandes villes qui poussent de plus en plus les gens, la population,
vers des appartements de moins de 20 mètres carrés. Cela a à voir avec la bureaucratie, avec l'État lui-même, qui interfère dans la vie des gens pour compliquer une série de politiques qui embrouillent la tête des jeunes, et ainsi de suite. Même les discours écologistes qui célèbrent la faible natalité pour soi-disant sauver la planète dans des propositions qui me semblent littéralement un suicide collectif. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons une stagnation démographique. Nous avons vu plusieurs fois ce plateau démographique qui en réalité est la règle, la croissance démographique étant l'exception. Mais cette fois ça change. Parce que c'est la première fois que nous avons une stagnation démographique qui n'est pas due à une mortalité élevée, mais à une faible natalité combinée à une espérance de vie élevée. Et ce sera la mère de toutes les crises, parce qu'elle va en entraîner d'autres. D'abord, j'ai mentionné le coût social que nous devrons supporter pour financer une population vieillissante et improductive. Et cela sera aggravé par la politique d'assistanat qui existe ici au Brésil. Aujourd'hui, il y a environ 50 millions de personnes qui reçoivent la Bolsa Familia. Mais le vrai problème, c'est que le gouvernement s'en vante. Alors qu'en réalité, cela résulte de l'échec à transformer ce quart de la population en une population productive. Et si le gouvernement s'en vante, alors il ne fera rien pour changer cette réalité. Deuxièmement, le vieillissement se concentre principalement dans les grandes villes, et ce n'est pas un hasard. Se souffre déjà de dépeuplement, mais la situation va considérablement empirer. Ceux qui ont déjà été syndics savent que la majeure partie des coûts concerne l'entretien d'un immeuble. Et comme nous voyons cette mer d'immeubles d'appartements minuscules, mais en même temps extrêmement chers, il était clair qu'il manquera des personnes pour financer l'infrastructure de base de ces immeubles, qui connaîtront probablement une détérioration rapide. Que ce soit parce qu'une partie de leurs habitants dépendra des miettes de l'État avec des pensions et des retraites qui ne seront pas suffisantes pour maintenir le niveau de vie, ou même le minimum, ou encore parce qu'il y aura aussi de nombreuses unités vides. Et les unités vides dans les copropriétés font que leurs coûts retombent sur les autres résidents payants, qui doivent combler ce vide budgétaire de ces appartements. Nous aurons donc des bulles immobilières combinées à la détérioration de l'espace urbain. La troisième conséquence, c'est que nous aurons de plus en plus de maladies psychologiques. La population plus âgée et plus pauvre dépendra probablement de plus en plus de médicaments comme les antidépresseurs. La quatrième est la crise productive, avec une population plus âgée. Nous aurons une main-d'œuvre réduite et une base fiscale plus faible, ce qui entraînera un déclin de la croissance économique, une augmentation de la charge sur les systèmes de sécurité sociale et de plus grands défis pour soutenir les programmes de bien-être et de retraite. Beaucoup de gens espèrent donc que l'intelligence artificielle et la technologie vont résoudre ce problème, mais ils oublient que ces éléments ne résolvent pas le problème dans des pays comme le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud, qui sont pourtant très avancés technologiquement. Et la robotisation, alors la situation sera pire au Brésil, car il n'est même pas proche d'avoir le niveau de technologie et de robotisation que ces pays possèdent. Donc, même si la technologie pouvait nous sauver, ce qui ne sera pas le cas, cela ne s'appliquerait pas au Brésil. Cette crise économique se fait déjà sentir comme une crise dans l'éducation, car avec une population en déclin, nous aurons moins d'enfants en âge scolaire et aussi moins de jeunes dans les universités. Ce qui entraînera la fermeture d'écoles et d'universités, une réalité qui a été encore aggravée par la politique du Parti des travailleurs de distribuer des diplômes à travers des unesquina, financés par le gouvernement, qui n'ont pas apporté d'éducation au sens littéral du terme, mais des diplômes de qualité douteuse. Cinquièmement, nous aurons une crise dans le système de santé, car avec le vieillissement de la population, il y aura une augmentation de la demande de soins de santé. En particulier pour les conditions liées à l'âge, comme les maladies chroniques et dégénératives, alors que le système de santé publique, ainsi que le privé, est déjà pratiquement saturé. Sixièmement, nous aurons une crise de l'innovation et de la productivité, car une population vieillissante a un impact négatif sur les taux d'innovation, avec moins de personnes en âge de travailler et un taux de natalité plus faible. Cela peut probablement conduire à une stagnation technologique, comme je l'ai déjà signalé dans d'autres vidéos.
La septième sera la crise politique et sociale, car la crise démographique déclenchera des tensions raciales, culturelles, religieuses, sociales et politiques. Nous voyons cela de plus en plus en Europe et aux États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, nous verrons aussi ce genre de situation ici. La huitième est la crise des infrastructures, car avec le manque de professionnels et de ressources, l'infrastructure déjà existante va se détériorer si elle ne reçoit pas l'attention nécessaire, aggravant encore plus les autres crises que j'ai mentionnées. Évidemment, il y aura d'autres crises qui découleront de la crise démographique, mais ce sont celles que je trouve les plus visibles pour l'instant, d'autant plus que la vidéo est déjà assez longue. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Laissez votre avis sur ce que vous pensez de cette future crise démographique dans les commentaires, je vais tous les lire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Votre soutien est fondamental pour que je continue à vous apporter des analyses de la géopolitique et de l'histoire. À bientôt et à la prochaine vidéo. Soutir Adriana.